On a encore un programme chargé. L'épisode 469, que voici, que voilou. On parlera de Shazam. Comment marche Shazam? Vous posez la question, il y aura la réponse dans cet épisode. On parlera aussi des dates clés du podcast, de la création du podcast, mais pas que. On parlera aussi d'intelligence artificielle, d'économie d'eau, etc., etc. Un épisode que nous enregistrons le mercredi 16 octobre avec, la semaine passée c'était Thierry et Aurélien, et cette semaine c'est Aurélien et Thierry. Ça change un peu. Ça change tout. C'est complètement dingue. C'est sans doute ceux qui ont le plus de temps devant eux, à mon avis. C'est avec moi. C'est Joker. C'est ça. Donc l'un est en vadrouille dans son fourgon aménagé. Oui. C'est Thierry. Il fait encore évidemment. jour. Et l'autre est chez lui, bien sagement, dans sa cave, c'est Aurélien, évidemment. Exactement. On a un programme assez bien chargé, comme chaque semaine maintenant, cette saison-ci. On a beaucoup de news à vous communiquer, et apparemment ça vous plaît, donc merci de nous le faire savoir par le biais des commentaires. On vous rappelle également que nous avons une infolettre, ou une newslettre, c'est comme vous préférez, qui vous informe de la sortie d'un nouvel épisode, par exemple, mais aussi par lequel nous partageons notre veille technologique hebdomadaire, ce que nous faisions auparavant sur les réseaux sociaux. On le fait rien que pour vous via cette infolettre. Vous n'êtes pas beaucoup sollicité, un seul mail par semaine, le vendredi, et vous avez toute l'information qui nous est passée par les yeux, par les oreilles, par les doigts, et pour lesquels on n'a pas eu le temps de s'exprimer dans un épisode de podcast. Donc ça va être une double dose de technologie, en quelque sorte, grâce à ce vecteur. Est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Je sais que vous êtes impatients de commencer, mes petits amis, donc est-ce que vous êtes prêts? On est à fond. On est loin l'un de l'autre, mais on est à fond. Oui. Ouais. Bah, dès qu'on les sépare un petit peu, il se sent un petit peu mal. Et puis voilà. Allez, on y est. Cette saison, ça commence toujours par le bloc-notes, première partie du bloc-notes. Ce sont quelques infos en bref que j'ai épinglées ça et là. Et ça commence avec ceci, par exemple. On célèbre un anniversaire cette semaine, les 50 ans du Rubik's Cube, le célèbre casse-tête inventé en 1974 par l'architecte hongrois Erno Rubik. Le Rubik's Cube, c'est un phénomène mondial avec plus de 500 millions d'exemplaires vendus à ce jour. C'est quand même pas mal, pour un jeu finalement assez énervant. Le Rubik's Cube a donné naissance à une discipline appelée le speed cubing. Vous savez ce que c'est, j'imagine? C'est résoudre... le faire en un minimum de temps. Voilà, et le record actuel du monde, vous savez de combien il est? Il est une seconde 14 ou un truc comme ça. Non, quand même, il faut pas exagérer non plus. Par les machines, c'est très... Enfin, par des robots, c'est très rapide. Ouais, mais les humains aussi, ils sont pas mal. Ouais. Je dirais Non, moins de 5 peut-être 10 secondes. secondes. Moins de 5 secondes. Non, c'est moins de 5 secondes, c'est 3 secondes 13 centièmes. C'est quand même pas mal. 3 secondes 13 centièmes pour... Alors après, évidemment, si on a fait qu'un tour avec une couleur, ça peut aller beaucoup plus vite. C'est bien mélangé, voilà, c'est comme ça. Des nouvelles de YouTube. On apprenait cette semaine que YouTube ajoute à son application une fonctionnalité permettant de définir un délai après lequel la vidéo s'arrête. Cette fonction permet d'éviter de décharger la batterie de votre smartphone et d'avoir des vidéos marquées comme vues sans les avoir vraiment regardées. Autre fonctionnalité notable qui a été ajoutée, les playlists collaboratives qui permettent de partager un QR code avec ses amis pour créer ensemble des playlists YouTube. Je trouve ça plutôt pas mal de faire évoluer l'application YouTube dans ce sens-là. Il faut le noter. Je vois le doigt d'Aurélien qui se dresse. Oui, je voudrais leur suggérer une future fonctionnalité. Oui. C'est un décompte avant que la pub commence. Avant qu'elle ne commence. Bête. Pas con. Effectivement. Le robot humanoïde Optimus de Tesla était présent lors de la présentation de son robotaxi. Le robotaxi de Tesla, pas de Optimus. Mais les robots,
étaient en réalité téléguidés par des humains, tout simplement. Certains Optimus ont même admis eux-mêmes être assistés par des humains, remettant en cause leur autonomie, du coup. Il n'en fallait pas plus pour que cette supercherie déçoive les investisseurs, faisant chuter l'action de Tesla de plus de 11%. On se rappelle que Tesla avait déjà été critiqué pour une démonstration précédente d'Optimus, où un employé, justement, contrôlait les mouvements du robot. Et puis, la moquerie du tout début, rappelez-vous, lors de la toute première apparition du robot, qui était en fait un danseur habillé en lycra, c'était du plus mauvais goût, évidemment. Je pense que vous aviez tous les deux un truc à dire. Oui. Thierry d'abord. Ouais. Je le savais. D'accord, voilà. Ouais. Et Aurélie. Ouais. Ben, c'est dangereux hein, de jouer avec ça, parce que une fois que la brèche est ouverte sur les suspicions, on peut... Ouais. Voilà. On finira par plus le croire du tout. Enfin, il y a quelques annonces sur les prouesses au niveau spatial qui font. Ben, on peut aussi. Voilà. Ouais, on va tout mettre. Enfin, on peut pas tout mettre dans le même panier, d'accord, mais d'un point de vue marketing, ça va être. Enfin, s'il tombe dans ce travers-là, remonter la pente va être extrêmement compliqué. Essayons d'imaginer qu'une autre marque, par exemple une marque avec une pomme, fasse le même genre de truc. On leur en voudrait, mais ça ferait les gros titres. Ce serait un truc, ce serait monumental, qu'on en parlerait pendant un an. Tu vois, d'annoncer un truc qui est en fait un fake, etc. C'est vrai. Donc ici, ça passe parce que c'est Elon Musk, parce que c'est Tesla. En même temps, il a un copain avec des cheveux orange, donc oui, on n'est plus à une contradiction proche. Ouais, mais je sais pas si ça va l'aider. Hein, ça, soyons honnêtes. Enfin, j'espère que ça ne l'aidera pas. Passons à la suite, si vous voulez bien. Quand on reparle du fameux R1, c'était le Rabbit R1 qui avait séduit Thierry, il faut bien le dire, lors d'un précédent CES. C'était le précédent ou il y a 1 ou 2 ans, non, je sais plus. Non, c'est celui-là, c'est le début d'année. Ok. C'est là que je me rends compte que mon titre est trop long. Ouais, t'as mis un titre un peu long et comme tu l'as mis en retard, je l'ai pas tout à fait contrôlé. Donc voilà. Je vais essayer de corriger ça pendant que tu expliques de quoi il s'agit, parce que c'est Motorola en fait qui revient à la charge avec une idée du même tonneau. Du même tonneau et pas forcément avec un retour audio ou pas forcément en parlant à votre assistant, on va dire intelligent, puisque c'est comme ça qu'on le dit. Dans cet article, en fait, ils font apparaître une évidence qui est assez intéressante. Si je devais résumer, mais vraiment à l'extrême, cette news, c'est qu'en fait, là, on est sur un test, sur une phase de test avec Motorola, mais Motorola a un poids. C'est une marque qui est quand même pas inconnue. Alors certes, une marque qui a évolué, parce qu'on se rappelle tous des fameux téléphones, les clamshells, les coquillages qui se pliaient en deux, qui permettaient effectivement de passer des appels mobiles et toute la gamme des appareils qu'ils ont développés. Moi, je me rappelle que Motorola avait fait un truc génial, mais qui n'a pas percé en Europe et pas aussi, aussi fort qu'ils l'avaient imaginé. Ils avaient été un des premiers fabricants de téléphones où le téléphone s'intégrait dans un écran pour en faire un ordinateur. Très peu de gens le savent, mais c'était une boîte innovante. Et là, elle me fait marrer, puis d'inspiration. Les tracteurs du Rabbit R1 disent oui, mais les gars, c'est parti, une couche logicielle sur un téléphone, sur un Android. Et donc l'objet est très beau, je vais pas revenir là-dessus, c'est un des éléments moi qui m'a fait craquer pour le R1, c'est un carré de 6 cm sur 6, un écran tactile, mais on joue pas tellement du doigt là-dessus, on interagit avec la voix, il interagit avec la voix, et on est sur le LAM, le large, le LMA, ou je sais plus dans quel ordre ça va, voilà, enfin bref, un large modèle d'application. LLM, d'application. D'application, ouais. C'est-à-dire que c'était vendu, le R1. C'est pour ça qu'on a craqué, mon collègue Laurent et moi-même. On est revenu avec cet appareil. C'est qu'en fait, en gros, vous disiez, tiens, j'ai besoin d'un taxi, et hop, il faisait la géolocalisation, il vous commandait le Uber, et vous aviez plus qu'à monter quelques minutes plus tard dans un véhicule. On vous vendait
l'interfaçage avec toutes sortes d'applications. Alors après plusieurs mois, là on est quasiment à la fin de l'année, c'est toujours aussi maigre, hein. Il y a un peu de Spotify, Uber, c'est pas encore ça, et puis le reste, on attend. Là, Motorola viennent sur quelque chose qui pourrait plutôt aller beaucoup plus vite et beaucoup plus efficacement que le R1, sans passer par la commande vocale, puisqu'il va aussi s'imprégner de vos habitudes. En gros, par exemple, j'arrive dans un coin de rue, je prononce juste le mot burger et il sait que j'ai l'habitude d'aller dans telle chaîne de burgers. Il va me le commander, il sait quels sont mes goûts parce que il voit ce que je commande généralement. Il m'avertit quand est-ce que le burger est prêt et j'ai plus qu'à me rendre dans cette échoppe pour aller le manger. Et j'allais dire, et en plus il mange le burger. Et il remue la queue. Parce que en fait c'est un chien. C'est parce que tu dis burger, le chien il dit il y a burger. Ouais, c'est ça. c'est basé sur les habitudes. On va dire oui, mais ça fait longtemps qu'il y a des gens qui savent comment se baser sur les habitudes, hein. Google le fait déjà. Vous avez peut-être remarqué, pour ceux qui ont une voiture, à force d'utiliser Google Maps, en fait, il sait que vous allez vous rendre à votre à votre lieu de travail. Il voit que vous êtes en train de prendre ce chemin-là sans pour autant avoir indiqué cette destination. Eh bien, il va spontanément vous dire tiens, il reste plus que 15 minutes et puis d'ailleurs la circulation est fluide. Moi, ce que j'ai envie de dire dans cette news, c'est que Motorola pèse dans le game un peu plus que les newcomers de Rabbit R1 qui s'essayent à essayer d'amener des nouveautés, des nouvelles features. Je pense que la période de test dans laquelle Motorola est en train de tester, de mettre en place cette phase, va aller très vite. Et je me réjouis vraiment sincèrement parce qu'on voit de plus en plus de démos. Là, je sors un peu du cadre de Motorola, mais je vois de plus en plus de logiciels qui sont capables de causer ou d'interagir avec la voix. J'ai oublié son nom, ça va te faire peut-être plaisir, Marc, qui bosse dans le son. Il y a carrément un logiciel de mix DJ où en fait, tu lui donnes les instructions, il scanne toute ta bibliothèque et il aligne par exemple les morceaux, les BPM, il range la musique, il fait des trucs. Voilà. Non, on nous vend cette fonctionnalité. Ouais. Mais non, mais c'est parce que très honnêtement, c'est comme. Alors, d'avance, je m'excuse. Enfin, c'est pas de ma faute, mais Thierry a quelques problèmes de son, de saccade de temps en temps, et quelques problèmes de bande passante, à mon avis. Et donc, le début de la séquence était un petit peu saccadé. Je l'ai laissé continuer parce que c'était presque compréhensible, mais ça n'allait pas durer. Mais ça allait mieux. Et puis là, ça va de nouveau moins bien. Non, ce que je voulais dire, c'est que je voyais quelqu'un qui disait il y a même une intelligence artificielle aujourd'hui pour faire des podcasts, c'est-à-dire que tu lui donnes un texte et il te crée un podcast. Mais où est le plaisir de faire on est d'accord. Je suis désolé. On est d'accord. Ça n'a aucun sens. Alors ça, c'est juste fait pour les gens qui sont pas capables de faire des podcasts et qui devraient pas en faire du coup, tout simplement. Mais non, mais c'est vrai. Si vous n'êtes pas capable de peindre un joli tableau, n'allez pas acheter de la peinture, ou n'allez pas utiliser dévoyer une intelligence artificielle. Hein, et puis le plaisir d'écouter aussi. Enfin voilà, il y a plein de trucs qui doivent rester de notre ressort. Et pourquoi confier tout et n'importe quoi aux intelligences artificielles? Enfin voilà, c'est de nouveau des dérives. Il faut s'y attendre. Hein, ça, on a l'habitude maintenant. Non mais je verrais bien Motorola arriver sur la vraie promesse du LAM. Du large application modèle. C'est-à-dire qu'on peut dire, tiens, fais une photo de Marc quand il sourit, quand on fait le live, quand on fait les technos, tu me le postes avec un texte sympa et t'oublies pas de mettre des hashtags correspondants. Oui, parce que là, une fois de plus, il n'y a pas de valeur ajoutée à le faire toi-même. Voilà. Tu vois, voilà. On est d'accord. Par contre, si tu dis, fais une photo de Marc artistique, etc., où est le plaisir, tu vois, ou éclairé de telle manière et tout. Enfin, voilà, bref, mais c'est peut-être que je suis trop vieux déjà. D'ailleurs, souris maintenant. Oui, parce que l'intelligence artificielle attend que je souris et elle s'impatiente, effectivement. J'espère qu'on va plus avoir de problème de bande passante avec Thierry, parce que tout ce qu'il dit est intéressant, et donc c'est dommage d'être comme ainsi un petit peu interrompu. Apprenez cet acronyme nouveau, CQHCI.
parce que c'est. Ah oui. Aurélien, on va parler de Raspberry qui développe ses propres cartes SD maintenant, et qui est sa cause, c'est QHCI. C'est QHDI, ben ouais, ça n'a rien à voir avec une motorisation diesel, hein, je vous le dis. Non. C'est n'importe quoi. Bah oui, mais non. C'est HCI. Hein. Oui. C'est QHCI. J'ai dit HCI. Ok. Bon, bref. Donc oui, moi je vais vous parler de carte SD. Parce que bon, vous savez que pour les gens qui ont déjà eu un Raspberry Pi entre les mains, le système d'exploitation, l'OS, Raspbian ou autre, se trouve sur une petite carte SD qui est enfichée dans la carte. Et c'est un peu la force et la faiblesse du Raspberry Pi. C'est-à-dire que, comme vous le savez, on peut... c'est très facile à mettre à plugger sur un PC, mettre l'OS dessus et la mettre dans la carte. Ouais. Mais le talon d'Achille, c'est la micro SD, puisque à force d'écrire et d'écrire et d'écrire dessus, il y a un moment où... c'est pas le meilleur support pour ça, hein, ça c'est clair. Exactement. Alors, je sais et l'article que je vous ai mis en parle très bien, il y a maintenant... Depuis le Pi 3, je crois, et puis maintenant, sur le Pi 5, il y a des hâtes, des cartes supplémentaires sur lesquelles on peut mettre un disque NVMe, donc un disque qu'on trouve dans les PC, et on peut booter dessus. Donc maintenant, on peut se passer de carte SD, on peut booter sur une clé USB ou sur des disques durs NVMe. Alors cependant, nos amis de chez Raspberry, ils arrivent à un moment où ils constatent que les cartes SD, c'est lent. C'est lent et l'accès, les accès aléatoires sur les cartes SD est aussi lent. Et donc, pour le Raspberry Pi 5 et pour les applications liées au Raspberry Pi 5, je pense aux gens qui font de la vidéo, je pense aux gens qui ont besoin d'écrire. Maintenant, vous avez même des modèles d'intelligence artificielle qui tournent sur ces trucs-là, donc il y a besoin de lire et d'écrire beaucoup de données. Raspberry Pi, donc, la société Raspberry a mis au point des cartes SD qui sont particulières dans le sens où elles peuvent écrire et lire à des vitesses plus importantes, 104 mégaoctets secondes dans le cas présent. Donc ils ont fait un partenariat avec la société Longsys. Et donc, je vous ai dit, il y a une hausse de la vitesse d'accès. Et il y a le fameux CQHCI, qui est une caractéristique du contrôleur de la carte SD, qui permet, pour toutes les requêtes de lecture et d'écriture, non plus de le faire de manière séquentielle, c'est-à-dire je demande à lire quelque chose ou je demande à écrire quelque chose, j'attends que ça soit fait pour enchaîner avec la seconde instruction, mais de faire une sorte de queue, de file d'attente des instructions qu'il y a à passer sur la carte SD, et le contrôleur, de manière intelligente, va soit prioriser ce qui prend peu de temps, soit paralléliser, ou en tout cas faire en sorte que on réduit les temps d'attente. Alors ces cartes SD, il en existe 32, 64, 128 Go. Et par rapport aux cartes SD, on va dire performantes, il donne l'exemple des SanDisk Extreme dans l'article. Une 64 Go en SanDisk serait à 19 €, alors que celle du Raspberry Pi serait à 12,60 €. Donc on reste relativement compétitif. Ça va. Dans un cas, c'est plus destiné aux appareils photo, les SanDisk Extreme, ou les caméscopes ou les appareils sur lesquels on a besoin d'écrire de manière très forte. Bon, faut être clair, ces cartes SD, elles auront des caractéristiques de toute façon inférieures à ce que ferait un SSD M2 monté sur un Raspberry Pi ou une clé USB. Donc, si vous avez une application dans un environnement contraint, d'un point de vue dimension, ces cartes SD pourraient être une bonne solution, et peut-être vous permettrait de sécuriser votre application, parce que ces cartes offrent des meilleurs taux de transfert. Faut voir que le gros inconvénient de tout ça, et sur le Raspberry Pi notamment, c'est que
on maîtrise pas l'alimentation. Et donc toute coupure d'alimentation, et encore plus avec ce type de carte, puisque, comme je vous ai dit, il peut y avoir une file d'attente de lecture-écriture à faire. Si vous lui coupez l'alimentation et que, voilà, bah alors là, ça peut être catastrophique. Ouais. Donc, voilà, je pense que c'est une belle techno, c'est bien pensé. C'est certainement utile dans des applications où on n'a pas la place de mettre un disque dur SD, un NVMe et autre chose. Et voilà, il faut savoir que ça existe et c'est peut-être utile pour certaines applications. Ça répond à quelques questions, mais pas à toutes quand même. Il faut être honnête. Mais en même temps, on reste sur un modèle, un form factor très petit, très condensé, très ramassé, pas cher. Je vous rappelle qu'on peut faire 2 flux 4K simultanés sur un Raspberry Pi 5 quand même. Oui, voilà, c'est pas. Mais en même temps, ça a ses faiblesses connues dont tu parlais, et la manière dont on l'alimente aussi, tu le disais, ça peut aussi porter à conséquence. Donc voilà. Mais on sait ce qu'on fait aussi quand on achète un Raspberry. On sait qu'on n'achète pas non plus, tu vois, une machine hyper robuste, etc. Alors, on peut la durcir, mais voilà. Je lisais un article il y a pas cette semaine là. Je ne me rappelle plus, mais la part des industriels maintenant, déjà les dérivés du Raspberry Pi en industriel, et la part de la production de Raspberry Pi qui part dans l'industrie, c'est assez monstrueux. Oui. Mais en même temps, donc il y a, pour du data logging, pour des tas de choses, c'est quand même hyper fort. Puissant. Ok, bon, en tout cas on a appris un acronyme nouveau, CQHCI. J'ai vu ce que ça voulait dire, c'était Common Queuing Host Control Interface. Voilà, Common Queuing Host Control Interface. Voilà, Control Interface passe. On va continuer à dire la carte SD de Raspberry, ce qui est encore plus simple, tout simplement. Je vous avoue franchement que j'arrête pas de tousser, et donc là je suis de nouveau. Et donc c'est un peu compliqué cette fois-ci. Je suis désolé. Donc on est sur une news qui est celle de... Ah non, c'est les brèves. En plus c'est moi qui vais parler. Ça va pas être facile. Je vous le dis tout de suite, ça va pas être simple. S'il faut faire les news, je fais des news. C'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez. C'est le bloc-notes, deuxième partie. Apple a définitivement abandonné son projet de voiture électrique et autonome Titan. La firme a demandé l'annulation de son permis de conduire autonome auprès du département Off-Motor Véhicules de Californie. Mettant ainsi, on est vraiment pile poil sur les langues aujourd'hui, mettant ainsi fin à ces tests de voitures autonomes sur les autoroutes, sur les routes publiques de cet État, bien que le projet Titan ait été annulé après des milliards de dollars investis. Certaines des technologies développées seront réutilisées pour d'autres produits Apple. Apple n'a pas spécifié exactement dans quels autres produits ces technologies seront réutilisées. Peut-être ne pas faire de collision sur les trottoirs quand on se déplace soi-même, tu vois, avec des capteurs qui disent attention, un passage pour piétons, attention, un chien, enfin voilà, je sais pas. Qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. L'Internet Archive, si vous préférez, a subi une attaque DDoS qui a temporairement mis hors service l'ensemble de ses services. Comme l'indique un journaliste de chez Clubic, Internet Archive, c'est des décennies d'histoires virtuelles qui ont été mises donc en péril par cette attaque. Les pirates ont également réussi à annoncer via message en pop-up sur le site qu'ils ont exposé les données de 31 millions de personnes. L'équipe de Internet Archive a réagi rapidement en désactivant la bibliothèque JavaScript compromise, nettoyant les systèmes et renforçant les défenses du site. Cependant, la menace d'une nouvelle attaque plane toujours, puisqu'un certain SN Black Meta sur le réseau X a laissé entendre qu'un nouvel assaut était prévu. Infomaniac, l'opérateur suisse, vous le savez sans doute, présente une nouvelle plateforme intelligence artificielle générative open source qui regroupe des outils tels que les modèles de langue
Lama, lesquels encore 3, Lama 3, 70B, je vous passe les détails, Mixtral également, en plusieurs langues. Le système s'appuie aussi sur Whisper en version 2 et 3 pour couvrir diverses fonctionnalités comme la génération de texte et la transcription audio. La plateforme est hébergée dans le tout nouveau data center d'Infomaniac, alimenté par des sources d'énergie renouvelables et est facturée à l'usage avec des tarifs que l'on dit compétitif. Infomaniac met l'accent sur la souveraineté de sa solution en conformité avec les réglementations européennes et suisses et en opposition aux géants du numérique. Ces différents outils sont intégrés dans la suite collaborative K-Suite ou Keysuite, du coup, plutôt d'Infomaniac. Thierry, tu voulais rajouter un truc forcément, c'est suisse. De toute façon, suisse, je fais un Boris, non, ça va pas le faire parce que là tu es vraiment très très haché. Tu passes à la moulinette. Mais reprends, on réessayons. Alors allons-y. Ok, on réessaye. Oui, c'est bon. One, two. Je ne pouvais pas résister à l'envie de faire un petit salut à Boris, un des fondateurs d'Infomaniac. Je suis client de cette solution pour l'hébergement depuis plusieurs dizaines d'années. C'est pour dire comme on est fidèle ici en Suisse quand on trouve un bon prestataire. Mais là, je dois dire que avec K-Suite, je suis pas sûr si ça se dit etc. Moi aussi, je suis dans le flou. Mais on a du streaming, on a de la billetterie, on a K-Suite qui se veut être... Alors ça part d'une bonne idée, attention. K-Suite, c'est un peu l'équivalent souverain, on va dire, propre, suisse aux Suisses, abordable, voire gratuit suivant les configurations de tout ce qui existe chez Google pour les documents en ligne, pour écrire, pour faire des formulaires et j'en passe. Ou chez Microsoft, exactement. Ouais. Et là, de les voir sur l'intelligence, les voir venir sur l'intelligence artificielle, je me réjouis de tester parce que beaucoup se plaisent à dire ici en Suisse, et les gars, concentrez-vous sur ce que vous saviez faire, l'hébergement, au lieu de vous éparpiller. C'est vrai que la souveraineté, c'est un vrai challenge, mais quand on sait que, par exemple, si tu es dans un canton suisse-allemand, puis que tes datas sont à Genève, sont dans un data center de chez Infomaniac, il n'est pas improbable que le chemin que tu vas emprunter va pas être suisse-au-suisse. Et oui, puisqu'il y a pléthore d'opérateurs, on va peut-être faire un petit crochet par la Hollande avant de revenir sur Genève. C'est aussi ça la réalité de notre terrain. C'est que c'est difficile aussi d'assurer. Alors à quand Infomaniac comme fournisseur d'accès Internet? L'avenir nous le dira. Voilà. Mais c'est vrai que ce qu'ils ont, leur réputation, ils la tiennent effectivement de l'hébergement, du streaming aussi, et en particulier pour les médias de service public à l'origine. Et ils faisaient ça, ils ont toujours fait ça très bien. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu la suite. Rappelons-la comme ça. Je me suis dit, allez, c'est sympatoche, mais c'est quand même pas très abouti. Parce que forcément, ça force la comparaison avec des gens qui ont des millions, des milliards à mettre là-dedans, et je suis pas sûr que l'ergonomie, l'interface utilisateur et l'ergonomie c'est un peu rugueux, c'est un peu compliqué, mais c'est très très méritant malgré tout, soyons clairs. Et donc là, introduire de l'intelligence artificielle, c'était déjà le cas dans la suite. Ils avaient déjà un petit module d'intelligence, dans les mails, et là c'est enrichi par ailleurs. Bon ben voilà, on verra ce que ça va donner. Et on leur souhaite tout le meilleur évidemment, pourquoi pas, effectivement, voilà. Avant de passer la parole à Aurélien pour parler que d'eau, je vous signale que nous avons un Sébastien qui va nous rejoindre avant la fin de cet épisode pour nous expliquer comment fonctionne Shazam, ce qui n'est pas non plus totalement inutile. Aurélien, 4000 litres d'eau par an d'économie, ça c'est quand même fameux. C'est la promesse. C'est la promesse, oui. C'est la promesse. Alors oui, je suis tombé sur cette start-up belge qui s'appelle OHEAU. C'est écrit qui promet 4000 litres d'eau économisée et 100 kWh d'énergie également en économie, puisque en fait le principe c'est quoi, on a tous vu ça, on arrive dans la douche, on tourne le robinet et là c'est froid, le temps que, alors au mieux que l'eau chaude arrive jusqu'à la douche,
depuis la chaudière. Au pire, que l'eau chaude arrive jusqu'à la douche et que la chaudière, lorsque vous êtes sur une petite chaudière au gaz, se mette en marche et platin. Et comment ils font? Alors ça qui est intéressant, parce que il y a plein de solutions de douche à recyclage ou de systèmes un peu comme ça. Mais comment ça marche? Donc, juste avant votre mitigeur, il y a une sorte de petit ballon avec 2 compartiments et une membrane entre les 2 compartiments. Donc, imaginez que ce compartiment, ce petit ballon, il soit très bien isolé et que la poche à l'intérieur de ce ballon, elle soit remplie d'eau chaude de la précédente douche. Mmh. Lorsque vous allez commencer à tourner votre mitigeur, le système va détecter que l'eau qui devrait être chaude est froide, donc il va remplir la deuxième poche avec l'eau froide qui devrait être chaude, et l'eau chaude que vous aviez stockée, et il va vous la renvoyer dans le mitigeur. Et donc, vous aurez de l'eau chaude dès le début. Ensuite, au fur et à mesure que cette poche se remplit, l'eau chaude arrive, et donc il va l'envoyer au mitigeur, et puis comme votre mitigeur, vous n'allez pas vous doucher qu'avec de l'eau chaude, il va renvoyer l'eau froide qu'il avait stockée dans le mitigeur pour faire la balance eau chaude eau froide. Et puis au milieu, après 1 minute de douche, il va re-remplir le compartiment de droite avec de l'eau chaude. C'est pas bête. Franchement, c'est pas bête. Je pense que il faut une isolation relativement forte pour maintenir le petit ballon 3 jours en eau chaude. Ils ont en plus des versions plug and play, dans le sens où vous pouvez vous installer ça chez vous. Ça n'a pas l'air d'une complexité folle. Ça sera disponible en 2025 et c'est belge, je l'ai dit. Franchement, ça se testerait presque. On vous partage les liens, évidemment, comme toujours, pour tout ce dont on parle dans nos épisodes. Et ici, ça va vous être particulièrement utile pour bien comprendre, parce qu'il y a des petits schémas sur leur site et sur le site d'information sur neozone.org, pour ne pas le citer, que tu partages avec nous, où c'est expliqué. Il y a aussi des vidéos explicatives, parce que c'est vrai que c'est un petit peu... Il faut se l'imaginer, il faut se le projeter. Tu l'as bien fait, mais... Je peux concevoir que ce soit un peu pas clair pour tout le monde, mais c'est parce que oui, parce que cette poche, c'est une espèce de vessie à paroi, en fait, c'est ça, qui quand l'un se remplit, l'autre se vide, etc. Exactement. Donc c'est un peu voilà. Et donc il faut un peu se le projeter, mais sinon c'est vrai que c'est pas bête. Moi je pensais que ça allait être une autre news, en fait, en toute honnêteté, parce qu'il y a une autre information, et je pense que c'est aussi une start-up belge qui l'a mise au point, de recyclage de l'eau. C'est-à-dire qu'ils ont mis au point un système de filtrage très rapide et très efficace, où tu utilises très peu d'eau parce que l'eau tourne en continu. Et donc il y a un petit apport d'eau supplémentaire. Donc il faut pas la chauffer non plus, du coup. Enfin, on la chauffe qu'une fois une petite quantité. Et comme elle tourne, c'est un cycle permanent, elle reste toujours chaude. Et je pensais que c'était peut-être qu'on peut coupler les deux systèmes pour faire à la fois des économies d'eau et à la fois des économies d'énergie. Ce serait top. T'avais vu ça aussi, je pense, Thierry, non, oui, ou pas? Et j'étais à 2 doigts de dire à Aurélien, tu me piques une news qui pourrait être une news van life, parce que on voit passer des kits alors un peu bricolés, mais assez prometteurs. En tout cas, il y a de plus en plus de gens qui se lancent là-dedans, comme tu le citais, Marc, un système où on peut recycler l'eau qu'on vient de consommer. Donc on tourne en circuit fermé. Sur des installations plus grosses, comme par exemple des gens qui font de la vanneuf sur du camion, sur du car, c'est carrément des systèmes qui existent, alors qui nécessitent de l'énergie, mais s'il y a du panneau solaire, de la batterie, pourquoi pas. Et les Américains, étonnamment, viennent avec des trucs super aboutis, parce qu'on pourrait se poser la question, la douche, les produits pour le nettoyer, la sueur, enfin bref, on peut se poser plein de questions. Et c'est là où je me suis dit, mais attends, il y a des gens pour qui c'est nécessaire de faire ça. C'est nos copains qui sont à l'ISS.
Parce que ils ont pas de conduite d'eau, donc il faut bien recycler effectivement des liquides qu'on a déjà utilisés. C'est tout l'enjeu, mais c'était pas l'enjeu de la news d'Aurélien pour le coup. Mais ça nous a permis d'en parler quand même. Et donc voilà, c'est ça. Et voilà, moi je trouve que tout ce qui va dans ce sens-là, c'est bien. Moi je trouve ça. Enfin moi les systèmes de recyclage, je pense qu'il y aura un public qui sera réticent forcément. Il y aura un public qui sera réticent et puis il y a un autre public qui n'aura pas le choix, je pense. En toute honnêteté, malheureusement, j'ai envie de dire. Et ton exemple, Aurélien, me fait penser à une application qui se fait souvent sur les camions, sur les gros véhicules. C'est qu'on va profiter effectivement du circuit de refroidissement pour chauffer effectivement avec cette première énergie de l'eau chaude sur des citernes, sur des réserves d'eau. Voilà. Il y a des enjeux de ce côté-là. Si vous avez des news à partager avec nous, n'hésitez pas. Comme vous l'avez vu, mes petits camarades sont friands et donc on s'en fera éventuellement l'écho dans un futur épisode. On n'a pas fini celui-ci d'épisode. On va parler de chirurgie et de réalité mixte, de lunettes à réalité mixte, Aurélien. Non, Thierry, pardon. Je pensais que ça aurait été bien qu'Aurélien te pique ton sujet pour le coup. C'était une revanche sur un autre épisode, mais bon, bref, passons. Je lui passe volontiers le micro. donc les lunettes à réalité mixte qu'on voit dans l'industrie, dans certaines industries, j'avais vu ça dans l'aéronautique par exemple, dans les usines de construction d'avions, mais ça peut aussi... Ça arrive maintenant en chirurgie. Oui, alors vous allez être frustré parce qu'une des ressources que je vous partage, c'est un article payant. Si vous allez patienter très très prochainement, l'article sera disponible. C'est le 24 heures, et la Tribune de Genève, des news bien suisses qui parlent d'un test qui a été fait au HUG, l'hôpital universitaire genevois. Chez des neurochirurgiens, j'ai fait mon intéressant en mettant neurochir, l'abréviation neurochirurgien, qui ont fait mumuse sur ce qui va peut-être être utilisé. C'est des lunettes à réalité mixte pour pouvoir faire des opérations, bien évidemment, chirurgicales sur de la neurologie. La troisième ressource que je partage avec vous, c'est un des sites, une des marques. On fait pas de pub pour eux, mais en même temps, on sera jamais leur client. Je vous ai trouvé ça. C'est la société BrainLab. Vous verrez le modèle de lunettes. C'est quasiment la même marque. Où en fait, on va pouvoir non seulement faire de la réalité augmentée, puisqu'on peut injecter le fichier du patient. Je pense par exemple aux imageries médicales qui vont être traitées par couche et qui peuvent comme ça se superposer. Puis on va pouvoir travailler avec ses mains pour faire l'opération avec une image enrichie de cette data. Alors pour le moment, ce sont des tests. Puis en trouvant cette news, j'ai réalisé qu'en fait déjà depuis les années 2013 et 2014, nos hôpitaux universitaires, que ce soit le CHUV à Lausanne ou que ce soit les HUG à Genève, se sont déjà essayés à plusieurs reprises à utiliser cette technologie. Donc on est bien loin du gadget, on est dans la véritable approche technologique pour amener ces outils. À l'époque, c'était des lunettes de réalité virtuelle, mais il semblerait que comme on aime travailler avec du concret, avec un patient qui est pas forcément distant, puisqu'on peut aussi en plus imaginer travailler avec des robots assistés, c'est de travailler avec l'image enrichie pour pouvoir faire que, quand vous êtes en train de parcourir des voies nerveuses ou simplement le cerveau d'un patient, on puisse ajouter cette information qu'on aura recueillie au préalable avec de l'imagerie médicale, un IRM ou un scanner. Donc là, on parle de tests. J'ai pas encore de date pour ce qui est de l'usage de ces outils. Connaissant ces hôpitaux universitaires, malheureusement très ouverts sur la technologie, mais dans un domaine bien précis qui
qui sont les outils justement pour les opérations et pas pour l'usage de l'informatique. Ça, c'est un petit pied de nez que je fais pour avoir croisé des professeurs et des médecins qui savent toujours pas se servir de leur laptop. Mais heureusement pour nous, les patients, ils savent se servir des outils d'opération. Donc voilà, BrainLab, c'est probablement peut-être une des marques qu'ils ont testé avec ce test en grandeur nature. Il faut savoir qu'ici, pendant le mois d'octobre, ce sont des vacances scolaires. Donc, peut-être ils mettent à contribution ce temps libre pour s'essayer à déterminer quels seront les outils de demain qu'ils iront acheter pour nous aider à mieux nous porter. J'ai été rejoindre sur l'histoire des compétences. C'est vrai que BrainLab, je suppose qu'ils sont meilleurs dans leur domaine d'activité que dans la création de sites internet, par exemple. Par exemple. Il y a 2-3 petits problèmes sur leur page. Enfin bref. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Hein. Donc voilà, mais c'est fabuleux. Enfin, moi je trouve ça, tout ce qui touche à la médecine, effectivement, et tout ce qui peut faire avancer la médecine, je trouve ça assez incroyable. Et déjà, c'est aussi dû au fait que maintenant on peut faire de l'imagerie médicale en 3 dimensions, ce qui du coup est beaucoup plus facile, j'y mets des guillemets, à réintroduire dans des appareils comme ces lunettes si particulières. Mais comme tu le disais, les opérations à distance, je pense que c'était cette semaine ou la semaine passée, un chirurgien français a opéré à distance une ablation de la prostate, si je ne dis pas de bêtises, c'est un détail, Okay. mais bref, un patient qui était en Chine. Et donc il expliquait qu'effectivement, c'est pas nécessairement l'usage à en faire, mais pour faire de la formation à distance, par exemple, c'est juste parfait aussi, ce genre de choses. Oui. Juste pour une petite anecdote en forme de conclusion, le hasard du calendrier fait que c'est maintenant que devrait se terminer l'appel d'offres du CHUV pour un nouveau système de traitement des données patients. J'entends par là, on pourrait comparer ça à un CRM, mais ça va bien au-delà, parce qu'il faut interconnecter le dossier patient, il faut traiter la donnée à l'interne, il faut mettre les outils en place, l'informatique, et on va vers une espèce d'uniformisation pour qu'effectivement toutes ces données puissent circuler d'un service à un autre, mais aussi être rendues disponibles aux patients avec la donnée patient. Malheureusement, ça fait pas beaucoup d'émules ici en Suisse. Il n'y a pas beaucoup de patients qui spontanément mettent à disposition cet espace sécurisé pour eux-mêmes déjà accéder à leurs propres données, mais que, par exemple, d'un médecin traitant à un chirurgien, on puisse aussi facilement les partager. Pour terminer par rapport à cette anecdote, l'appel d'offres a été très décrié puisqu'il est très conduit, il est très dirigé. En fait, il fait méchamment penser à une solution précise, une solution américaine dont j'ai oublié le nom. Et là, ça râle un petit peu puisqu'il faut savoir qu'en Suisse, il y a des opérateurs, il y a des éditeurs de logiciels qui viennent avec ce genre de solution. Donc, ils sont en train d'un petit peu mettre de l'eau dans de leur vin pour permettre à des acteurs locaux de aussi se placer sur ce marché qui est assez volumineux, assez intéressant financièrement. Il a frisé notre ami Thierry. On l'entend parfaitement cette fois, mais c'est là, c'est ma caméra qui a décidé de. Ouais, mais c'est pas super grave. T'es dans une position, ça va. C'est pas non plus, c'est pas dramatique, c'est pas honteux. Je veux dire, J'ai eu le temps de me déshabiller. CHUV, Centre hospitalier universitaire vaudois. Exactement, t'as tout juste. Oui, mais c'est facile ça comme acronyme, c'est pas comme ceux de notre ami ici. Moi je fais dans des trucs simples. Oui, mais les siens sont à chier, si je puis dire. Enfin bref, passons à la suite. Sans transition, comme disaient les présentateurs de journaux télévisés il y a 30 ans. Il n'y en a pas. Ouais. Là, il n'y a pas de transition possible parce que là, 38 ans sortait la NES. C'était un tournant dans l'industrie du jeu vidéo, Aurélien, et tu voulais célébrer cet anniversaire, 38 ans, c'est ton âge. Exactement. Il est fait pas. Exactement. Oui, c'est 39 d'ailleurs, parce que c'était le 18 octobre 85 que la NES est sortie aux US. Parce que je me suis... comment dirais on a un petit calendrier éditorial là, et je me suis servi de ton calendrier éditorial, mon cher Marc. Je peux dire merci. Et donc en fait la NES est sortie en 83 au Japon. 83, très bonne année par contre.
si je devais donner toute la fois sur mon âge. Donc, la NES pour Nintendo Entertainment System. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Famicom, Family Computer, parce qu'en 83, il y a eu un gros crash du jeu vidéo, parce que c'était archaïque et puis pas souvent très fiable. Et donc, je me suis plongé dans l'histoire de la NES pour voir quelques chiffres, et puis même si on n'est pas des joueurs, on a tous vu une NES, Oui. on a tous joué à Super Mario Bros quand même, je pense, au moins une fois. Donc l'objectif pour Nintendo, c'était de faire un truc économiquement intéressant, de qualité, et contrôle complet des jeux. N'oublions pas que si les vendeurs de consoles font des consoles, c'est pour, contrairement aux gens qui jouent sur PC, avoir un contrôle complet des jeux qui sont sur la console, et un marché assez captif. Alors, l'objectif, c'était vraiment de jouer en famille sur des choses ludiques, avec un design propre à la NES. Il faut savoir que la NES au Japon n'était pas du tout la même chose que le cube qu'on a connu, nous. Il était rouge. Et pourquoi il était rouge, d'ailleurs, vous savez? Non. Parce que le plastique rouge était le moins cher à produire. Oui, parce que c'est souvent des idées comme ça. Ouais, ça m'étonne pas. Alors, dedans, il y avait un processeur 8 bits. Oula. Ça va vous faire rire. Hein. 6502 avec un processeur graphique qui pouvait afficher en 8 bits 256 couleurs. 256 couleurs. Ouais. Et la résolution, c'était 256 par 240. Alors j'ai fait un petit calcul. Ça fait 61 000 pixels. je vous rappelle, un Full HD, ça fait à peu près 2 millions de pixels, donc il y a un x30. Et pourtant, on affichait ça sur des gros écrans de télé, cathodiques. Oui, avec grosse pixels. Je le redis, 256 par 240, et ça amusait tout le monde. Moi, quand je prends ces comparaisons-là, je me dis, voilà, il y a de l'eau qui... Enfin, on a vécu, on est quand même... On a vécu une époque formidable, quand on voit les progrès qui ont été faits. Alors, c'était vendu en pack, avec des jeux, Super Mario, bien sûr, Metroid et la légende Zelda. Il y a eu 62 millions de consoles vendues dans le monde, 500 millions de jeux, 1251 jeux développés, et il faut savoir que ça part en... Enfin, c'était un gros carton à l'époque aux US et en Europe, mais par rapport au Japon, c'était rien du tout. Il faut savoir qu'un tiers des foyers japonais avaient une NES. Avait sa console. Oui, c'est ça. Enfin, moi, je trouve ça énorme. Et alors, j'ai relevé quelques petits trucs un peu croustillants pour la fin de l'épisode dans le Wikipédia. À quel Noël s'est-il vendu le plus de NES en Europe? Bonne question, je ne sais pas. Elle est sortie en 85 en Europe. Oui, je sais pas, 86 ouais. 87. Et combien était-elle vendue? En francs, allez, je vais être... ça je ne saurais plus dire. En euros? En équivalent euro? Non, je ne saurais pas le 200 dire en francs. 200 euros. 160 j'étais pas loin. J'ai dit 200. Ouais. Ok. C'est fou, hein? Non, mais enfin, quand on pense à ça, voilà. 1050 francs pour... voilà. Alors, il y a quelques petits trucs qui sont quand même... que tout le monde connaît. Vous savez que c'est sur cette console que la croix directionnelle, telle qu'on l'a... Vous voyez les manettes avec le Start, le Select, les deux boutons et la croix, c'est apparu là. Oui. C'est apparu sur cette console-là. Et ça, pour moi, ça a réellement changé la donne. Je pense notamment aux disquettes. Souvenez-vous des grosses cassettes grises là qu'on rentrait dedans. Ouais. Moi, j'en avais cartouches. pas. Les cartouches. J'avais un cousin qui en avait. Et qui était en fait avec... c'est là où on a vu les premières puces qui montraient que le jeu était un jeu réel apparaître. Enfin, il y a eu plein de choses qui ont fait que ça a été un carton et que après voilà, il y a eu différentes
évolutions, la NES 2. Rappelez-vous qu'il y a une NES qui est sortie en 2016 également avec un port HDMI qui était juste un émulateur, des manettes en USB. C'est ça. Pour les C'était un Raspberry. Oui, presque un Raspberry. Avec des cartes SD d'un ancien modèle. Il n'y avait pas le HCI dessus. Et voilà. Non mais moi, j'ai épuisé le temps. Le Wikipédia est très 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 long et très fourni. Mais en tous les cas, c'est un réel modèle en termes de marketing, c'est un réel modèle en termes de transition entre un avant et un après. C'est un succès commercial, même si au début ils vendaient à perte, mais ça a été un succès commercial. Et je pense que voilà, c'est carrément un tournant du jeu vidéo. Moi, Et ça apportait des jeux, comme tu citais Zelda, enfin voilà, c'est des jeux qui restent encore maintenant et qu'on a encore dans l'esprit. Voilà, ça fait... Il y a des évolutions, aujourd'hui il y a des évolutions, mais est-ce que, je sais pas, moi je repensais à Mario et tout. Aujourd'hui, vous prenez un Mario, c'est du 3D dans tous les sens et tout. Ouais. Mais est-ce qu'on, oui, il y a des fonctionnalités en plus, il y a des jeux faits en plus, machin, mais on s'amusait quand même vachement bien en 2D quand même, non ? Ah bah oui, ça c'est parlons-en aux jeunes. Certains vont adhérer et voilà, parce que il y a des jeunes qui sont à mon avis aventurés, qui veulent voir aussi les choses, les origines, etc. Mais là je pense que c'est pas la majorité d'entre eux et que ça les intéressera pas. Ils diront c'est quoi ce vieux truc. Quand tu vois qu'aujourd'hui on vend des écrans de PC en disant que c'est des PC gamers parce qu'ils ont un temps de rafraîchissement de 1 milliseconde ou s'ils ont je sais pas quoi et qu'à l'époque on faisait ça sur du 256 par 256 par 240. J'ai un souvenir de la rémanence des écrans LCD des Game Boy, tu vois. Oui, aussi. Avant que Matou reprenne, voilà, comme tu dis. Mais merci beaucoup pour ce rafraîchissement de mémoire. 38 ans quand même, c'est pas rien. C'était la NES. Vos souvenirs sont importants aussi pour nous. N'hésitez pas à les partager via les commentaires. On ne parle pas souvent podcast dans ce podcast. J'ai jamais beaucoup aimé parler podcast chez les technos, je sais pas pourquoi. Il y en a d'autres qui font ça très bien. Mais ici, quand même, au mois d'octobre, quand on regarde un petit peu, effectivement, au travers des différentes dates qui ont émaillé l'arrivée du podcast, on se dit que le mois d'octobre, c'est le mois du podcast. J'ai pas d'autres mots. Ça commence avec le 13 octobre 2000. L'ajout de la balise audio et vidéo au fichier RSS 0.92. C'est donc une date cruciale dans l'histoire du podcast, ce 13 octobre 2000. Cette balise, c'est ça qui a permis de dire, à partir de maintenant, dans un fichier RSS, on va pouvoir documenter l'adressage d'un fichier, que ce soit un fichier vidéo ou un fichier audio distant. Ça, c'est la première date indispensable pour qu'un podcast existe. Deuxième date, toujours au mois d'octobre, je vous le disais, 23 octobre 2001, Apple annonce l'iPod. L'air de rien, c'est aussi une date importante, puisque c'est ce qui va donner plus tard, mais j'en reparlerai, le nom de podcast à ce qui est le podcast. En gros, l'iPod. Mais c'était un lecteur qui était au départ fait pour écouter de la musique, mais qui va quand même révolutionner la manière dont les gens vont consommer le contenu audio de manière générale. Et ça, c'est un rôle crucial aussi. Troisième date, enfin. Le 12 octobre 2003, qui marque une étape importante lorsque Adam Curry, qui est une ancienne figure connue de MTV, publie un script, Apple Script, appelé RSS to iPod. C'est un petit script qui permet aux utilisateurs de télécharger automatiquement des fichiers audio depuis les flux RSS vers leur iPod. C'est l'une d'une première tentative de créer un système de distribution automatisé pour le contenu audio qui jette comme ça les bases de ce que sera le podcast. Sans ces trois dates,
il n'y a pas de podcast. On ne serait pas là aujourd'hui à vous proposer, enfin on serait sur YouTube, mais il n'y aurait pas de podcast, voilà. Le terme podcasting, je vous le disais, est apparu plus tard, en février 2004, pas beaucoup plus tard, hein, 4 mois après le script d'Adam Curry. C'est Ben Hammersley, qui est un journaliste au Guardian, qui a utilisé la première fois ce terme dans un article. C'est la combinaison du mot iPod et broadcasting, donc podcasting, et de là, podcast, voilà. Alors certains diront que sans l'invention du MP3, c'était juste avant l'année 2000, fin 1999, on n'aurait pas eu de podcast non plus. J'ai envie de dire que ça aurait pu être un autre mode de compression, c'est parce que le MP3 était sans doute le plus populaire à ce moment-là, mais le Ogg Vorbis qui est apparu initialement le 8 mai 2000 aurait pu très bien faire l'affaire aussi. D'ailleurs, je pense que beaucoup de lecteurs permettaient également la lecture des fichiers compressés Ogg Vorbis, donc ça aurait pu être ce fichier-là. Malgré tout, le MP3 avait plus le vent en poupe, parce que la musique se partageait, la musique pirate, entre guillemets, se partageait déjà en MP3, et que c'était le format qui était apprécié par tout le monde. Et donc c'est le MP3 qui est resté. Et à propos de popularité, justement, il faut être de bon compte, parce que vous avez bien compris que c'est pas Apple qui a inventé le podcast, hein, mais quand même, Apple a fortement contribué à sa popularité. Les podcasts sont apparus sur iTunes en juin 2005. iTunes qui était la plateforme avant Apple Podcast. Hein. Certains, j'imagine que nos auditeurs s'en souviennent encore. iTunes, donc, juin 2005, lorsque Steve Jobs a introduit cette fonctionnalité avec la version 4.9 d'iTunes. Et c'est cette mise à jour qui a permis au plus grand nombre d'utilisateurs de découvrir, de télécharger et de s'abonner donc à des podcasts directement via cette plateforme. Et ça a effectivement grandement contribué à l'adoption massive du podcast. Ça a même tué quelques-uns parce que comme c'était assez anecdotique les podcasts, on a un petit camarade qui vient régulièrement, ou en tout cas de temps en temps, nous parler ici chez les Technos, qui est Stuff, qui était un ancien podcasteur de la première heure, avant même que ce soit sur iTunes, et qui du jour au lendemain s'est retrouvé un petit peu coincé parce qu'il y avait énormément de demandes sur son podcast qui traitait de, je vous le donne en mille, d'Apple. Et donc ça a généré beaucoup de trafic, et à l'époque on utilisait des serveurs gratuits pour héberger les sons, les fichiers MP3, et après à un certain moment l'hébergeur disait attendez, c'est quoi cette attaque des DOS, je coupe. Et donc ça pouvait faire étouffer dans l'œuf quelque part les podcasteurs de la toute première heure. Voilà pour la petite histoire, je voulais quand même en parler puisqu'on est au mois d'octobre et que ça tombait juste à point, de faire référence à ces 3 dates clés. Il y en a plein d'autres, des dates plus tard dans l'histoire du podcast, mais celles-là, je pense qu'elles sont quand même les plus importantes. Je sais pas ce qu'en pense Thierry, il a certainement un mot à dire, lui qui est un pionnier du podcast en Suisse, ça m'étonnerait aussi qu'il n'ait rien à dire. Oui, un autre anniversaire, les 20 ans du podcast, effectivement, de fin 2004-2005, c'est la date qu'on retient, nous les vieux de la vieille. Donc 20 ans que j'en produis, mais il y a un autre anniversaire, les 10 ans des Technos. Oui, parce que Marc, il est trop humble pour partager cette info avec vous. On le fera d'ailleurs dans une chronique, c'est du côté de Montcarnet. On va saluer un autre pionnier, c'est Bruno Guglielminetti, un ancien de Radio-Canada, journaliste de son état, qui commençait aussi à partager des capsules audio avec d'autres systèmes avant effectivement les flux RSS. Puis là, je fais aussi une petite dédicace à un autre pionnier, Bertrand Lenôtre, qui a lui aussi passé par le monde de la radio en France, près de Grenoble, et qui est monté à Paris pour être un des premiers podcasteurs francophones à carrément vendre ses services pour aider des marques à se lancer sur ce support que maintenant tout le monde a envie de s'accaparer. Donc voilà, c'était juste pour féliciter notre hôte d'aujourd'hui, Marc, qui a donné vie au techno il y a plus de 10 ans maintenant. Oh, j'étais pas seul. Tu n'étais pas seul. On va le découvrir dans l'entrevue qu'on a fait ensemble, que vous pourrez écouter dans une version
courte chez Bruno sur moncarnet.com pour ceux qui ne connaissent pas, et puis dans une version longue que je mettrai probablement de mon côté, mais vous en faites pas, vous trouverez toutes les infos qu'il faut pour découvrir tout ça. Voilà. Merci. Je vais faire comme maintenant, ça va être systématique. Dès qu'on parle de Bruno Guglielminetti, je dis bisous Bruno. Voilà, ça devient une marque de fabrique. Ça va être ma marque de fabrique, c'est bisous Bruno. Dites les amis, je vais vous laisser là parce que j'entends qu'on frappe à la porte. Il y a Sébastien qui vient. Il va nous expliquer comment fonctionne Shazam. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Donc c'est intéressant. Donc on va se dire à bientôt. Mes amis, on se téléphone, on se fait une bouffe. Oui, on se fait une bouffe. À la semaine prochaine. Merci à tous les deux. Et hop, on continue. Alors aujourd'hui, on va se plonger dans une application que beaucoup utilisent sans y penser. Vous entendez une chanson et hop, en quelques secondes, grâce à Shazam, vous avez le titre et l'artiste. Mais comment fonctionne réellement cette application? Pour nous l'expliquer, on accueille notre camarade Seb pour parler de la magie Shazam. Comment ça marche? Quelles sont les différentes étapes qui font qu'on a ce résultat aussi magique? Shazam, comment ça marche? Shazam, c'est en fait un vrai petit bijou technologique parce qu'il utilise des maths, des algorithmes de traitement de signal, un processus appelé le fingerprinting audio, donc l'empreinte digitale numérique du son, et on va voir ensemble les différentes étapes depuis l'échantillonnage du son jusqu'à la reconnaissance grâce à ce qu'on appelle des hashtags. Je vais aussi vous parler d'un concept important, le fuzz factor, qui permet à Shazam de rester efficace même dans un environnement extrêmement bruyant. Alors la première étape, tu l'as dit Marc, on est dans un bar, dans un restaurant, on dégaine son téléphone, sur l'iPhone on a même un petit bouton direct maintenant pour lancer Shazam, et on va capturer du son. Donc quand vous lancez Shazam, tout simplement il enregistre avec le micro du téléphone l'audio environnement, tout l'audio, la chanson que vous entendez, mais aussi les bruits de fond. Cet extrait est évidemment capturé de manière analogique, d'abord avec des micros, il est converti en données numériques grâce à un processus qu'on appelle l'échantillonnage. Shazam prend 44 000 mesures par seconde, 44 100 fois par seconde. Il va transformer une valeur sinusoïdale de la fréquence en une mesure, en un chiffre, en une mesure numérique. Pourquoi une fréquence aussi élevée en fait? En fait, c'est ça qui permet de bien représenter tous les détails de l'onde sonore. Avec 44,1 kHz, on a suffisamment de quantité d'informations par seconde, ce qui sera essentiel après pour identifier les différentes fréquences. Mais il y a aussi une mathématique derrière ce choix. On a choisi la fréquence d'échantillonnage de 44,1 kHz. C'est pas Shazam qui l'a fait, c'est toute l'industrie musicale. Les CD d'il y a quelques années étaient déjà échantillonnés à 44,1 kHz à cause d'une loi mathématique de deux mathématiciens qui s'appellent Nyquist et Shannon. Et selon cette loi, pour capturer correctement un signal sans perdre d'informations, il faut l'échantillonner à une fréquence au moins 2 fois supérieure à la fréquence maximale du signal à reproduire. Donc dans le cas de la musique, les fréquences audibles pour l'oreille humaine vont environ jusqu'à 20 000 Hz, donc 20 000 oscillations par seconde. Donc en échantillonnant, c'est pas facile à dire, 2 fois 20 kHz, on est à 44, on prend un peu de marge de mesure, on est à 44, 2 fois 20, on est à 40, et avec une petite marge de sécurité, on est à 44,1 kHz, et donc Shazam, et l'enregistrement numérique en général, s'assure ainsi d'obtenir une représentation précise des fréquences, sans avoir d'artefacts, ce qu'on appelle de l'aliasing, c'est des superpositions de signaux qui dégraderaient la qualité d'écoute, la qualité des données. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur les techniques d'encodage de son, vous allez écouter ou réécouter peut-être l'épisode 440 de mars 2024 où Thierry et moi on parlait de toute l'histoire de l'encodage du son. On parlait, si tu te souviens, Marc, des micro-sillons, des disques, etc. jusqu'aux techniques modernes d'encodage. Donc une fois que ce son est numérisé, Shazam passe à ce qu'on appelle l'analyse fréquentielle. Quelles sont donc maintenant les différentes étapes, pendant que tu tout sautes un petit peu, parce qu'on n'est pas numérique, nous on est fait de chair et de sang, et donc de temps en temps on tout saute. Quelles sont les différentes étapes d'analyse à ce stade ? Alors pour analyser les fréquences dans un extrait audio, Shazam va utiliser une transformée de Fourier. Fourier, c'est un mathématicien français. Et il a fait une technique mathématique qui permet de décomposer un signal complexe
en une somme de fréquences plus simples. Donc imaginez un signal sur un oscilloscope, chaque signal, tous les signaux vus peuvent être décomposés en une somme de signaux plus simples. Il y a un algorithme qui s'appelle la transformée de Fourier rapide, en anglais c'est FFT, Fast Fourier Transform, c'est une espèce de version optimisée pour les ordinateurs de ce processus qui permet de transformer un signal temporel, c'est-à-dire les ondes sonores enregistrées, en un signal fréquentiel. Donc une représentation des fréquences qu'il y a dans ce signal. Donc le résultat du Fast Fourier Transform, c'est un spectrogramme, c'est-à-dire une représentation graphique visuelle où chaque fréquence dominante est affichée en fonction du temps et de son intensité. Donc il y a des carrés rouges et verts sur un spectrogramme, en général c'est rouge et vert, bon, il peut y avoir d'autres couleurs aussi, et l'intensité des fréquences est représentée par l'intensité de la couleur des points sur le graphique. Donc il y a des pics qui apparaissent au moment où certaines fréquences sont particulièrement fortes, et c'est justement ces pics qui servent ensuite à créer une empreinte unique, un fingerprint pour la reconnaissance musicale. Donc, ce spectrogramme, c'est un peu comme une empreinte digitale, finalement, du morceau. Comment Shazam l'utilise, cette empreinte, pour retrouver la chanson ? Alors effectivement, le spectrogramme est assez unique, mais ça suffit pas encore pour rechercher une chanson. Donc Shazam va identifier des empreintes numériques, des empreintes digitales audio, en sélectionnant des points d'ancrage. Donc le spectrogramme, je vous l'ai dit, il contient des pics qui correspondent aux fréquences dominantes à différents moments de la chanson. Donc Shazam commence par repérer ces pics et il les regroupe en paires de fréquences marquantes, ce qu'on appelle des points d'intérêt, et donc en fonction de leur intensité et de leur position temporelle. Ensuite, il choisit certains de ces points comme des zones d'ancrage qui vont servir de repères stables et uniques dans l'extrait audio. Et donc là, on commence à se rapprocher d'une empreinte numérique. Parce que à partir de chaque zone d'ancrage, Shazam va déterminer les fréquences environnantes et il va générer un code unique, un chiffre en 2 caractères qu'on appelle un hash, qui va combiner à la fois les informations de fréquence, de temps et d'intensité. Et chaque hash alors est une espèce de signature sonore qui représente une relation temporelle entre les fréquences dominantes dans l'extrait qu'on a hashé, qu'on a analysé. Et donc cette méthode permet de créer une empreinte digitale extrêmement compacte, mais extrêmement distinctive d'un moment d'un morceau. Ok, ça j'ai compris, mais alors, quand on est dans un environnement bruyant, ce qui peut arriver, soyons clairs, et c'est souvent le cas d'ailleurs, comment fait-il pour ignorer ce bruit de fond ? Comment ça n'interfère pas ? Eh ben là, c'est vraiment la magie de Shazam. Ils ont un paramètre qu'on appelle le fuzz factor. Donc c'est une espèce de marge de tolérance dans l'algorithme qui permet à Shazam d'identifier une chanson, même si l'enregistrement est altéré par du bruit ou des échos. En fait, le fuzz factor, c'est ce qui permet à Shazam d'accepter des variations mineures dans les points d'ancrage. Les points d'ancrage, ils seront toujours là. Si vous écoutez une musique relativement forte, suffisamment forte pour l'entendre, les points d'ancrage, donc les fréquences et le timing entre ces fréquences, va être distinctif, même dans un bruit de fond environnement. Et le fuzz factor, c'est une espèce de notion aléatoire pour prendre en compte des variations. Donc ils vont pas rechercher des matchs exacts par rapport à ce qu'ils connaissent, mais ils vont accepter une certaine variation pour rendre l'application plus robuste face au bruit ambiant. Et donc ces hashtags, avec multiplié par leur fuzz factor, c'est quasiment l'empreinte digitale, parce qu'il va indexer ces informations, et chaque point d'ancrage dans le spectrogramme, associé à un hash, donc un code numérique unique, va combiner des informations sur la fréquence à un moment précis, à ce moment-là de la chanson, et l'intensité de cette fréquence aussi. Donc une fingerprint, en quelque sorte, une empreinte digitale audio, c'est grosso modo une suite de hashtags. Et qu'est-ce qui se passe si une chanson partage le même hashtag avec une autre chanson, par exemple ? Ça peut arriver. Ça arrive très fréquemment, évidemment, parce qu'un hashtag, ça dépend d'un moment dans une chanson, et on sait qu'il y a des moments qui se ressemblent dans des chansons. Donc ça va souvent arriver que Shazam va trouver plusieurs correspondances pour un hashtag. Et là, il utilise un autre concept, c'est la distance temporelle, pour affiner sa recherche. Donc chaque hashtag est situé à un moment précis dans le moment de la chanson. Ok, c'est là maintenant, on a tel genre de fréquence. Et donc l'algorithme va mesurer la distance entre plusieurs hashtags successifs. Donc une chanson est faite d'une
suite de hashtags, et ils introduisent un autre facteur, en plus du fuzz factor, c'est la distance entre ces hashtags. Par distance, j'entends le temps. Il y a un hashtag à X minutes de la chanson, à X minutes et autant de secondes, à X minutes et autant de secondes. Donc, grâce à ces distances temporelles, Shazam peut éliminer des correspondances erronées, et ainsi identifier la chanson correcte, ce qui lui permet de différencier des morceaux qui ont des fréquences similaires, mais un timing différent, par exemple. Enfin, il y a quand même un truc que je comprends pas, parce que il sait pas à quel moment j'écoute la chanson, début, milieu, fin. Comment est-ce qu'il s'y retrouve là-dedans, Shazam? Ça, c'est une bonne question, et ça m'a fait rester réveillé pendant des longs moments de nuit aussi, où je me suis posé la même question, et j'ai dû faire des recherches, parce que c'est un poil plus compliqué. Donc, pour bien comprendre, résumons ce que j'ai dit jusqu'à présent. Pour identifier une chanson qui passe à ce moment dans un bar ou à la radio, on enregistre simplement un extrait avec notre téléphone. On passe ensuite cet enregistrement par un processus mathématique de transformé de Fourier et puis d'analyse du spectrogramme pour détecter les fréquences et les intensités des fréquences clés, ce qui donne un hashtag. Ensuite, on compare ces hashtags ou la suite de hashtags et la distance entre ces hashtags avec ceux qu'on connaît déjà. On reparlera tout à l'heure de bases de données. Donc, comme tu l'as dit, Marc, beaucoup de ces hashtags vous correspondront dans des morceaux de différentes chansons. Il peut arriver qu'une partie de la chanson A ressemble beaucoup à un extrait de la chanson E. C'est pas étonnant. Les musiciens s'inspirent souvent les uns des autres. Aujourd'hui, les producteurs n'hésitent plus non plus à échantillonner des morceaux existants. Donc, au plus la séquence écoutée est longue, au plus on a des hashtags et la distance entre ces hashtags. Et pour chaque paire, donc Shazam calcule la distance temporelle, le temps qui s'est écoulé entre ces deux hashtags. À chaque correspondance de hashtag, on réduit le nombre de résultats possibles, mais ça ne suffit généralement pas à identifier toute la chanson. Il faut une étape complémentaire qui est le timing. Donc l'échantillon qu'on a enregistré, comme tu l'as dit, il peut venir de n'importe quel moment de la chanson. Et on peut pas juste comparer le minutage de notre extrait avec celui des hashtags, puisqu'ils vont pas correspondre à la seconde ou même à la minute près. Mais en ayant plusieurs correspondances, il trouve l'hashtag 1 séparé de X secondes de l'hashtag 2, séparé de X secondes de l'hashtag 3, ça permet à Shazam d'analyser la chronologie relative des hashtags pour affiner davantage encore son résultat. Donc c'est bien la combinaison d'une suite de hashtags et le temps correspondant entre eux qui permet l'identification précise à partir de n'importe quel extrait d'une chanson. Enfin, ça veut dire aussi que Shazam garde une base de données assez conséquente de toutes les chansons et de tous les hashtags, en fait. Eh oui, parce que c'est pas juste un hashtag ou une empreinte digitale audio par chanson, ce sont des dizaines de hashtags en fonction de la fenêtre de temps qu'ils ont décidé d'analyser dans un extrait audio. Et pour chaque hashtag, c'est les données de timing avec le hashtag avant et après. Et il faut être capable de les avoir générés d'abord dans l'extrait que vous venez de capturer avec le micro de votre téléphone. Donc Shazam va générer ces hashtags sur votre téléphone et puis il va comparer ces hashtags et surtout la suite de ces hashtags et la distance entre eux avec ceux qu'il a stockés dans sa base de données. Et il a un algorithme d'indexation super rapide de ces hashtags, donc de ces empreintes digitales. Grâce à ça, il peut retrouver en seulement quelques millisecondes dans sa base de données la chanson que vous écoutez. Donc ce processus de vérification des distances temporelles assure qu'on a aussi la bonne correspondance avec la bonne chanson. Mais ça veut dire qu'en amont, avant que vous dégainiez votre téléphone pour écouter une chanson dans un bar, Shazam a préparé sa base de données. Ça veut dire qu'ils ont créé des fingerprints, des empreintes digitales audio, pour tous les morceaux jamais enregistrés dans le passé, et encore pour ceux qui continueront à recevoir dans le futur. Ils continuent de calculer, de les indexer pour tout nouvel enregistrement. Je suppose qu'ils ont des accords avec des maisons de disques pour recevoir automatiquement les enregistrements avant qu'ils soient publiés. Et cette base de données d'empreintes digitales audio de Shazam s'enrichit et grandit tous les jours. C'est un travail colossal. Et donc il y a 2 travaux colossaux pour avoir Shazam. C'est toute la partie mathématique qui se passe sur votre téléphone et puis toute la partie d'indexation, de créer de cette collection de hashtags et de morceaux dans une base de données qu'ils ont réussi à faire et à continuer d'améliorer de jour en jour.
En tout cas, merci Seb pour cette plongée dans l'univers mathématique de Shazam. On voit bien que c'est grâce à ces concepts, à des concepts comme le hashtag, à la distance temporelle, à l'application, que cette application, peut être aussi rapide et précise. C'est ça qui est bluffant en fait. Ouais, c'est le niveau d'exécution en fait. Il combine plusieurs technologies pour rendre la reconnaissance musicale aussi accessible. Il y a le fuzz factor, j'en ai parlé, les hashtags, la distance temporelle. C'est toutes des petites subtilités qui permettent vraiment d'obtenir une correspondance précise, même dans des conditions difficiles, tu l'as dit, avec beaucoup de bruit de fond dans un bar ou dans un restaurant. En fait, il est assez facile de capturer du son, de calculer une transformée de Fourier et de trouver des pics. Vous avez trouvé du code d'exemple sur Internet très très facilement. C'est aussi relativement facile de calculer les hashtags à partir de cela et de les stocker pour quelques dizaines de chansons dans une base de données. J'étais dans une conférence en Afrique du Sud il y a quelques semaines où un des conférenciers, c'était le sujet de sa conférence, qui m'a donné l'idée de cette chronique d'ailleurs. Le mec, il l'a fait, il l'a codé et il avait 10 exemples dans sa base de données et il a fait une démo. Et tant que les conditions audio d'enregistrement sont à peu près les mêmes, c'est relativement facile. Ce qui est compliqué, c'est de stocker et de calculer l'ensemble de tous les hashtags, de tous les morceaux jamais enregistrés, parce que ça soit de la musique classique, des lives, ils l'ont fait, ils ont cette base de données, et puis trouver le bon fuzz factor qui permet d'éliminer les bruits de fond, etc. Dans la conférence où j'étais, on était dans une salle de cinéma et l'acoustique où le monsieur jouait les chansons qu'il essayait de reconnaître n'étaient pas les mêmes qu'à la maison, et donc il avait un peu de mal à trouver les correspondances de hashtag, simplement parce qu'à la maison il l'avait enregistré sur son système à la maison, et là il était dans une bonne salle de cinéma avec des haut-parleurs partout. Et rien que ça perturbait déjà son algorithme très simple. Ah oui, d'accord. Donc imagine la complexité pour Shazam, qui fonctionne en rue, qui fonctionne dans les bars, dans les restaurants, et super rapidement. Donc vraiment, entre avoir un prototype qui marche et une solution robuste, qui se trompe quasiment jamais dans toutes les situations de bruit, il y a énormément de boulot. Et je suis certain maintenant que la prochaine fois que vous utiliserez Shazam, vous allez penser à tout ça, ce qui se passe en arrière-plan. On en a parlé, mais c'est vrai qu'il y a énormément de reprises, de chansons que l'on reprend, qui sont samplées, qui sont récupérées dans d'autres, etc. Et qu'avec cette précision-là, avec tout ce que tu nous as expliqué, on comprend mieux comment Shazam arrive à s'en sortir. Il n'y a pas à se mélanger les pinceaux entre l'original, la reprise et ce qu'on en fait derrière. Merci en tout cas encore, Seb, c'était passionnant. Et c'est ce qui conclut l'épisode de cette semaine. Je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. On se retrouve forcément la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec d'autres chroniqueurs, avec d'autres sujets toujours tout aussi passionnants. À très bientôt. Salut Seb.